David Frey est mon invité aujourd'hui. Nous sommes à Sifour, au Festival de la Vague Classique, et je suis vraiment très heureuse que vous ayez accepté cette interview, cher David. Merci, je suis heureux aussi. Merci beaucoup. Vous êtes déjà venu au Festival de la Vague Classique? Moi, je peux même vous dire sans aucune prétention, mais que je suis venu, je pense, chaque année d'existence de ce festival, excepté l'année dernière. Donc je connais bien l'endroit, je connais bien les organisateurs qui sont des amis maintenant, et j'ai vraiment connu la naissance de ce festival, qui était une naissance assez compliquée, puisque c'était au moment de la pandémie. D'accord. Et donc, je me souviens qu'à l'époque, les concerts étaient gratuits et ils étaient en plein air forcément parce que c'était les seules choses qui étaient autorisées à l'époque. Et puis, je suis heureux de voir que le festival a connu une vie après cette pandémie et qu'il est désormais bien installé avec une programmation vraiment magnifique. Alors, cette programmation magnifique, mais vous en faites partie. Je ne parlais pas de moi quand je disais ça. Mais moi, je parle de vous. Et ce soir, vous êtes en duo avec un violoniste, Daniel Nosakovic. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui vous avez déjà joué. C'est un jeune violoniste. Ce côté, bon, pas tout à fait intergénérationnel parce que vous êtes encore très jeune, mais oui, si, presque. Oui. Comment se passent ces passerelles justement entre le violon, le piano et puis cette intergénération en fait? Comment ça se passe pour vous? Daniel, je le connais depuis 2 ans. C'est notre ami commun qui est directeur de l'orchestre de Monte Carlo qui nous a présenté et qui a pensé que peut-être on pourrait bien s'entendre, et je veux dire qu'il a eu une bonne intuition parce qu'on est devenus vraiment très proches, très amis, et je crois pouvoir dire qu'on est vraiment à chaque fois très heureux de partager la scène ensemble, de pouvoir répéter, etc. Moi jusqu'à présent je jouais exclusivement pratiquement avec Renaud Capuçon, comme parmi les violonistes. Et puis voilà, aujourd'hui j'ai un deuxième violoniste. Je suis toujours heureux de jouer avec Renaud, mais il y a aussi effectivement Daniel qui a pris aussi une place tout à fait importante dans ma vie de chambriste également. Voilà. Daniel, malgré ses 24 ans, c'est quelqu'un d'extrêmement mature, ça c'est sûr. Je trouve de très décidé, de très déterminé. Il a des idées très claires de ce qu'il veut faire. Je pense que c'est aussi ça l'apanage de la jeunesse, d'avoir des idées très très fortes de ce que l'on veut faire. Et paradoxalement, en vieillissant, je trouve, en tout cas c'est mon cas, et si je peux observer ce que je vois des autres musiciens, c'est peut-être aussi le cas d'autres musiciens, avec le temps on est un peu plus flexible parfois. Et Daniel il arrive avec des idées comme ça, donc parfois on a des dialogues assez musclé, mais toujours intéressant, et ça donne toujours quelque chose de fertile pour l'œuvre en question en fait. C'est-à-dire que, comme toujours dans la vie, j'estime, les vraies rencontres, elles se font à partir du moment où le personnage A fait un pas vers le personnage B, le personnage B fait un pas vers le personnage A. Et la vérité d'un duo, elle se trouve entre les deux. C'est jamais l'un ou l'autre qui doit l'emporter ou qui a raison, c'est pas comme ça que ça se passe. Moi, il m'a parfois ouvert des perspectives ou proposé des choses que je n'aurais pas forcément imaginées ou mis en place pour ma part, et qui se sont révélées convaincantes. Donc je pense que c'est ça qui est beau dans une répétition, c'est une sorte de laboratoire pour essayer des choses. Et de plus en plus, à l'âge que j'ai, qui est déjà j'ai plus 20 ans. Oui, puis c'était votre anniversaire il y a 6 jours. Exactement, voilà. Je suis devenu un peu plus vieux récemment. Bon anniversaire en retard, en tout cas. Et en fait, je trouve que c'est des moments de l'existence qui comportent quelques avantages. Il faut bien qu'il y en ait à avoir une plus grande maturité. C'est qu'on est peut-être plus ouvert, on a envie de découvrir, on a envie d'être surpris aussi parfois. Quand moi, en tout cas, dans mon cas, quand j'étais plus jeune, je devais plus baliser les choses, peut-être parce que j'avais un peu moins confiance aussi et j'avais besoin de retrouver des repères. Là, je peux accepter un peu plus d'être bousculé et d'avoir des propositions qui sont différentes. Et je trouve que ça enrichit beaucoup les choses, mais il faut être prêt à les recevoir. Donc il faut que ça arrive à un moment juste de votre existence de musicien. Mais c'est quelle chose, par exemple? C'est
C'est des idées d'interprétation, c'est un langage, c'est une sensibilité. Donc des idées d'interprétation essentiellement, mais c'est aussi dans la manière de parler à l'autre aussi. Mhm. C'est-à-dire que la plus grande ouverture, elle se manifeste aussi par le fait de dire, contrairement à ce que j'aurais pu peut-être faire quand j'étais plus jeune, au lieu de dire non, ça doit être fait comme ça, de dire moi personnellement je suggère que. Et puis vous entendez ce que l'autre vous répond, et puis vous essayez. Mhm. Et je prends parfois cet exemple un peu prosaïque, mais un cuisinier aussi, il a beau avoir une recette peut-être bien établie avec comment dirais-je, des quantités à respecter, etc. Il y a un moment où il faut goûter la sauce ou le plat pour savoir si il est dessus ou pas. Et donc nous c'est pareil. On essaye et il y a des choses. Ce qui est intéressant, c'est que je pense même qu'il y a des options interprétatives qui vont fonctionner avec tel ou tel musicien avec lequel je joue et qui ne fonctionneraient pas avec un autre. Mhm. Tout simplement parce qu'il y en a un qui va l'avoir naturellement en lui, qui va le ressentir. Et ça ne veut pas dire que l'un est meilleur que l'autre. Ça veut simplement dire qu'il faut toujours adapter, en fait. Ça n'est pas trahir le texte ou la pièce de musique, qui a quand même un cadre assez défini, mais ça veut dire qu'il y a quand même tout un tas de variations qui sont le fruit, le beau fruit, j'aime dire, même d'une collaboration à chaque fois renouvelée et d'une adaptation. L'adaptation, elle concerne évidemment le partenaire de musique de chambre que je peux avoir, mais également le lieu, par exemple, qui nous accueille, l'instrument que je joue, l'acoustique, etc. Donc tout ça, ce sont des choses qui font que chaque concert est unique, et c'est ce qui en fait la beauté. Bien sûr. Et chaque collaboration s'y apporte quelque chose de nouveau. Et je pense que toutes les collaborations que je peux faire aujourd'hui, elles enrichissent ou elles illuminent, si j'ose dire, un aspect aussi de mon jeu différent, vraisemblablement. Je pense que c'est des choses qui mettent en valeur. C'est jamais quand les collaborations se passent bien, c'est jamais quelque chose qui vous enlève quoi que ce soit. C'est au contraire quelque chose qui vous ajoute. Et là, vous parlez donc justement avec un autre soliste. Oui. Lorsque vous êtes invité avec un orchestre, quelle est justement cette relation que vous La avez? dialectique est un peu la même. Quand vous avez un chef d'orchestre qui est vraiment à l'écoute et qui fait une forme de musique de chambre un peu plus élargie, on va dire, Ouais. ça peut être merveilleux. Voilà, donc si vous avez une écoute, c'est une histoire d'écoute en fait. Il y a de moins en moins là aussi, c'est une chose que une des choses sur lesquelles j'ai évolué. Je parle de moins en moins en répétition. J'ai juste besoin d'écouter et d'être écouté aussi par le partenaire ou la partenaire et qu'on se calme. Et les choses normalement Se font naturellement, ouais. guidées par la musique de toute Dans façon. le meilleur des cas, normalement, oui. Alors après, on peut discuter, ça peut arriver, je le disais, mais globalement, il n'y a rien de mieux que de s'écouter et d'essayer quelque chose. Encore faut-il avoir la curiosité, l'ouverture de dire, ok, c'est pas ce que j'avais en tête, mais je vais essayer et puis on va voir ce que ça donne. Et alors, quand vous réunissez 2 pianos et 4 pianos, quelle est la dialectique alors justement? Récemment, effectivement, Au Grand Théâtre, vous étiez, à vous avez Aix, fait, on avait fait les concertos pour 2, 3, 4 claviers de Bach avec l'orchestre de chambre de Paris. Très beau. Ouais, et ça c'est un projet qui me tient très très à cœur, non seulement parce que c'est un répertoire, je trouve, qui est une forme de médicament pour le corps, pour la tête, pour tout. C'est une musique qui vous donne envie de vivre. Je trouve, Qui vous transporte. C'est vraiment, je trouve qu'il y a peu de répertoires qui sont à ce point-là porteurs d'une énergie, d'une joie, de la musique pure et du joie du partage aussi, parce que jouer à 2, 3, 4 musiciens, c'est donc ça fait 2 mains, 4 mains, 8 mains. Voilà, mais tout ça à chaque fois sur des instruments différents. Et alors, pour répondre à votre question, c'est aussi pour ça et parce que c'est délicat. C'est comme être à 4 dans un seul lit, quoi, j'allais dire. Vous imaginez, il faut vraiment bien se connaître et bien s'apprécier pour supporter ce genre de choses. Donc c'est pour ça que ce projet-là, je le fais avec vraiment ce que j'appelle mon équipe, qui est en fait mon professeur, Jacques Rouvier, et 2 amis qui sont mes meilleurs amis aussi, Audrey Vigoureux et Emmanuel Christian, qui sont également d'anciens élèves de Jacques. Donc on vient tous de la même pépinière, si j'ose dire. On a eu le même enseignement. Et malgré nos différences qui sont évidemment présentes, on a eu un rapport à la musique et une amitié qui font que les choses se passent quand même d'une manière fluide et naturelle. Et on a pu faire ce répertoire-là quand même désormais assez souvent dans beaucoup de pays différents et toujours avec un succès qui, indépendamment de ce que l'on fait nous, est lié vraiment à ces œuvres qui sont encore une fois des cadeaux, quoi, réellement.
aussi bien pour celui qui les joue que pour celui qui les écoute. Oui, tout à fait, je confirme. Un éventail d'interprétations de différents compositeurs. Qu'est-ce qui vous touche le plus? Est-ce qu'on peut faire un choix quand on est pianiste comme vous, ou est-ce qu'on a une sensibilité ou... J'aime pas le mot carrière, mais en tout cas un parcours de musicien, il est fait de, comment dirais-je, d'une concertation, on va dire, en tout cas d'un alliage entre nos goûts et ce que l'on croit être bon pour nous, c'est-à-dire ce que l'on pense pouvoir défendre correctement. Parfois, il y a certaines œuvres qu'on peut aimer, mais dont on pense qu'on ne serait pas forcément l'interprète idéal pour elles. Alors fort heureusement, souvent le fait de les aimer crée aussi l'organe pour bien les jouer, si j'ose dire. Mais il faut quand même savoir ce qu'on est capable de faire à tel ou tel moment de sa vie aussi, parce qu'on évolue. Un musicien, c'est une matière plastique qui est sans arrêt en mouvement. Donc il faut savoir ce qui nous correspond et ce que l'on a envie de faire aussi. Et après, on essaye de mélanger les deux et on voit ce que ça donne comme équation. Donc moi, c'est vrai que le répertoire essentiellement que je joue, c'est plutôt le répertoire germanique, mais j'ai pu faire parfois des incursions dans d'autres répertoires qui m'ont beaucoup plu. Mais je sens que mes racines, c'est plutôt ça, pour des raisons qui sont peut-être aussi liées à mon environnement familial et à la culture qui était présente chez moi. Voilà, et je dis pas que je suis plus légitime pour les jouer, ça serait impropre comme terme. En tout cas, je dirais que certains de ces répertoires me semblent proches et j'ai envie de les défendre et d'y mettre toutes mes facultés pour essayer d'en faire découvrir les beautés, tout simplement. Je suis devenu musicien parce que l'émotion presque, comment dirais-je, qui me débordait pratiquement quand j'entendais certaines musiques. J'avais envie de la faire partager, mais la faire partager, c'était faire en sorte que les gens puissent entendre ce que moi j'entendais, en fait. Je suis devenu musicien pour que cette espèce de choc que j'avais en écoutant certaines œuvres, de Bach en particulier à une époque, que je puisse essayer de le reproduire pour que les gens se rendent compte, en fait. Je me disais, mais vous vous rendez compte de ce qui se passe? Encore récemment, ça peut paraître un peu étrange pour un musicien qui a l'habitude de tout ça, mais je faisais un spectacle avec un artiste que j'admire beaucoup, qui est John Neumeyer, le chorégraphe. On était à l'Opéra de Hambourg, et il y a certaines parties où je dois sortir de scène et où est jouée l'offrande musicale de Bach. Il y avait le dernier Richard Carr à 6 voix, l'offrande musicale, avant que je re-rentre en scène, et j'étais avec les maquilleuses, les costumières en scène, ça. Et je les regardais et je leur disais, mais est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'on est en train d'entendre? Parce que je ne pouvais pas m'en empêcher, en fait. Parce que c'était tellement... C'est presque trop, en fait. En blaguant pratiquement, mais pas totalement, je me dis, est-ce qu'on mérite tant de beauté, réellement? Donc cette espèce d'épiphanie, de beauté, de profondeur, j'ai envie d'essayer, ça n'est qu'un essai évidemment chaque fois, mais de le retranscrire, de le communiquer. Évidemment que je ne suis pas naïf et je sais que chacun va le recevoir différemment. Il y a des gens qui vont apprécier sans que ça les bouleverse, d'autres qui vont peut-être avoir un peu de cette étincelle que moi j'ai pu ressentir en écoutant les œuvres, d'autres qui vont pas aimer. Bon, toutes les situations sont évidemment possibles. En tout cas, je suis devenu musicien pour essayer de raconter ça, de le communiquer. Donc je suis devenu musicien pour communiquer, ça c'est certain. D'une part parce que évidemment j'avais besoin de travailler sur cette musique, de l'apprécier, d'en profiter pour moi-même, mais aussi de le partager, oui, c'est sûr. Vous avez d'autres passions à part la musique, ou est-ce que la musique est votre vie? La musique est ma vie, mais ça ne m'empêche pas de nourrir ma musique et ma vie de tout un tas de choses qui sont également importantes. Toutes les formes artistiques en général sont quand même centrales dans mon existence. J'ai découvert la danse par exemple grâce à Neumeyer il y a 4-5 ans. Donc ça c'est devenu un art qui m'intéresse beaucoup. Évidemment la littérature, la poésie, le cinéma, la philosophie un peu aussi. D'accord. C'est ce qu'enseigne mon père aussi. Donc voilà, tout ça, ça fait partie de mon environnement. La peinture, beaucoup la peinture. Depuis très longtemps déjà, je me suis passionné pour en particulier la peinture de la Renaissance italienne, par exemple.
Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, bouleversé. Surtout, le fait d'étudier certains tableaux, ça vous fait comprendre énormément de choses sur l'époque, Sur les l'histoire. aspects historiques, théologiques aussi, religieux, tout ça. Donc ça m'intéresse énormément aussi. Voilà. J'ai découvert récemment aussi un historien que je trouvais passionnant, qui est un historien qui a consacré sa vie entre autres aux couleurs, qui s'appelle Michel Pastoureau. Que je D'accord. trouve tout à fait passionnant aussi. Donc parfois j'écoute des conférences qu'il a pu faire et à chaque fois ça me passionne vraiment. Il a fait aussi des conférences sur les procès faits aux animaux au Moyen-Âge, des choses comme ça, sur les Incroyable. animaux à travers l'histoire aussi. Non mais c'est très intéressant, je trouve, de prendre un sujet qui paraît un peu intemporel et de Ouais. voir comment il a pu être traité et considéré à travers les époques. Donc un historien comme ça transversal, comme les Pastoureau, je trouve que c'est vraiment très très passionnant. C'était aussi le cas par exemple quand j'avais aussi lu les ouvrages de Daniel Arras sur la peinture justement de la Renaissance italienne. Ça m'a beaucoup transformé aussi. Ça a changé mon regard sur la peinture, sur beaucoup de choses et d'une manière directe ou indirecte, ça a pu aussi influencer C'était ma ma question, manière mais allez-y. d'approcher mon propre métier Oui, aussi parfois. bien sûr. De la même manière aussi que travailler avec un grand chorégraphe comme Noé Meyer, ça a pu aussi modifier des choses en termes de timing, de comment eux bougent dans l'espace et comment cette manière de bouger dans l'espace peut être restituée dans l'interprétation musicale elle-même. Ça, je trouve très intéressant aussi. Parce que là aussi, c'est une forme de musique de chambre. Il faut que eux, évidemment, se calquent sur ce que je fais. Mais il faut aussi que moi, je puisse comprendre aussi quels sont leurs... Langage. quel est leur langage, mais quels sont leurs... comment dirais-je les enjeux, les rouages. difficultés éventuellement, oui c'est ça, ce qui fonde leur métier vraiment. Et ça c'est, de toute façon en général dans la vie, quels que soient les domaines dont on se préoccupe, avant même d'avoir un avis ou de juger, il faut d'abord essayer de rentrer dans un sujet, d'essayer de le comprendre. Et vous ferez l'expérience, et j'imagine que vous avez souvent fait, que plus on comprend les choses, plus on fait l'effort d'aller vers elles et de les comprendre, moins on a envie de les juger en réalité. Oui. C'est quelque chose qui est valable pour tout. Hein. Oui. Mais souvent, et je fais partie de l'espèce humaine comme n'importe qui, la première réaction, la première tentation, je dirais, c'est de juger, d'avoir un avis sûr. Mais avant d'avoir un avis, il faut déjà essayer de se renseigner, de comprendre, et de comprendre de l'intérieur. Et ça change tout. Ouais. L'aspect jugement est beaucoup plus facile que effectivement d'aller au... Ah oui, mais c'est à la portée de n'importe qui. C'est ça. Alors qu'essayer de comprendre de l'intérieur quelque chose, ça demande un effort et ça demande de mettre toutes ces facultés. Bien sûr, bien sûr. Alors vous êtes un brillant pianiste, mais aussi vous êtes un directeur artistique de festival, c'est cela? J'ai créé un festival. Vous avez créé un festival? Ouais, c'était une drôle d'aventure. Donc c'est pour ça que mon festival a été créé plus ou moins en même temps que ce festival-là, ici à Sifour. D'accord. Parce que moi aussi, mon festival est un enfant du Covid. D'accord. Si j'ose dire, il a été créé dans cette période-là. Qui s'appelle comment alors votre enfant? Il s'appelle l'Offrande musicale. Et il joue sur tout le département des Hautes-Pyrénées, qui est mon département de naissance. Oui, vu ce joli accent que vous avez. Voilà, que j'ai encore aujourd'hui. Et en fait, c'est un festival qui est un peu unique, je crois, parce que c'est un festival dont j'ai voulu pour des raisons personnelles, qui soit dédié à une cause dont on parle trop peu, qui est le handicap. D'accord. Donc en fait, tout est fait dans ce festival pour mettre en lumière ce sujet-là et à travers ce sujet, surtout les personnes qui en sont atteintes. Donc il y a toute une politique de billetterie, d'accompagnement, de conférences, d'artistes invités parfois, liés à ce sujet-là. Et c'est vrai que le handicap et la musique sont deux domaines qui ne se... comment dirais-je, ne se parlent pas facilement, ne se confrontent pas facilement. Mais d'ailleurs, le handicap se confronte à peu de choses parce que c'est un peu un îlot. Quelque chose qui fait un petit peu... voilà, qui fait un peu peur. Mais là aussi, peur parce que les gens... jugent. Je ne sais pas s'ils jugent, mais en tout cas, ça leur est étranger, ils ne connaissent pas. Et voilà, le premier réflexe quand on ne connaît pas, quand on est étranger à quelqu'un ou à quelque chose, c'est tout de suite de faire un pas de recul plutôt que de faire un pas en avant. Donc l'offrande, c'est un pas en avant, clairement.
Et ça me prend un peu d'énergie, beaucoup même d'énergie et du temps, mais je pense que ce qu'on a fait depuis maintenant 5 ans, c'est quelque chose qui vaut la peine et qui, je crois, oui, permet vraiment d'approcher ce sujet-là à travers un événement un festival, c'est aussi une fête, c'est un moment de partage, de joie aussi, sur un sujet qui n'est pas essentiellement vu par les gens comme un sujet de joie ou de partage, parce qu'il comporte évidemment énormément de difficultés et parfois de drames, il faut aussi évidemment le dire. Le souligner. Mais le but du festival, c'est quand même de donner aussi de la joie, de l'espoir aux personnes qui sont concernées par ce sujet, et aussi de faire en sorte que les publics, aussi bien non handicapés que handicapés, puissent se côtoyer, se comprendre. Et le festival est sous-titré Festival hors norme, aussi parce qu'on a eu envie d'interroger la notion de normalité, de normes, et d'essayer de renverser un peu cette chose-là, parce que ça paraît un peu idiot, mais si la plupart des gens étaient handicapés, ce seraient les gens non handicapés qui seraient considérés. C'est ça, c'est interroger la normalité au lieu d'interroger la non-normalité. Et encore, la non-normalité, c'est quoi exactement en fait? Et il ne faut jamais oublier que si on dit aujourd'hui, c'est une expression qui est juste, en situation de handicap, c'est tout simplement parce que si tout le monde était handicapé, la société serait adaptée et personne ne serait en situation de handicap. Parce que tout serait fait autour de cette chose-là. Oui. Donc nous, on s'occupe du handicap moteur comme du handicap cognitif, mais c'est vraiment ce qui rend les gens handicapés, c'est la société. C'est l'environnement qui crée le handicap. C'est ça que les gens doivent comprendre. Et le handicap, c'est pas un sujet qui est tabou. Alors tabou, mais surtout, ce n'est pas un sujet qui ne concerne que les autres. Avec le vieillissement de la population et puis les accidents, hélas, de la vie, n'importe qui peut être, par ses proches ou pour soi-même, concerné par ce sujet. Donc c'est un sujet majeur. Et au-delà de ça, d'un point de vue un peu plus, sans être pédant, philosophique, je pense que c'est aussi important de montrer que le handicap, c'est aussi une différence, et que la différence, elle peut être stimulante pour les autres. Évidemment qu'elle est source de difficultés, souvent, pour les raisons que je viens d'exprimer, mais la différence, c'est aussi la possibilité d'un regard différent, d'une approche différente aux choses. Et nous-mêmes, les musiciens ou les artistes en général, on sait à quel point des personnes qui, à l'époque on ne disait pas ça comme ça, mais étaient handicapées, ont changé l'histoire de leur art. Un des exemples fameux que je vais jouer ce soir, c'est Beethoven. Beethoven, comme beaucoup de gens le savent, est devenu sourd assez tôt, et il n'aurait jamais été vraisemblablement aussi loin dans son langage, dans cette audace, s'il avait été dépourvu de cette caractéristique-là. Donc là, on voit bien que c'est quelque chose qui lui a enlevé des choses à lui, d'un point de vue physiologique, mais qui a apporté à son art. Donc je pense qu'il y a quelque chose là-dedans qu'il faudrait essayer de remettre un peu à l'endroit. L'idée, c'est pas de dire que c'est forcément un bien. Je ne souhaite à personne, évidemment, de souffrir de ce genre de problème, mais en tout cas, je pense qu'une fois qu'ils sont là, il faut essayer de les accueillir comme quelque chose qui peut changer notre regard, changer notre vie, changer parfois l'histoire de l'art. Et il faut que les gens puissent en avoir conscience et puissent accueillir cette différence avec une ouverture et une saine curiosité. Voilà. Merci infiniment, David Frey. Merci à vous. Merci beaucoup pour cette belle rencontre et bon concert. Et bon festival.